Il y a un peu plus de 3 ans, un de mes passe-temps favoris était de discuter avec des créationnistes, notamment de l'existence de Dieu et de la théorie de l'évolution. C'est donc à l'occasion d'une discussion très ennuyeuse avec un fondamentaliste musulman il y a environ 2 ans et demi que j'ai découvert The Signs, un film qui est censé démontrer l'invalidité de la théorie de l'évolution, mais aussi l'existence de Dieu. 2 ans plus tard, je n'avais toujours pas vu le film, étant donné que j'étais flemmard, que le film faisait 2 heures, et que je n'avais pas envie de regarder un énième vidéogramme créationniste de mauvaise qualité. Mais pour critiquer une vidéo, il faut la visionner. Et c'est chose faite. Je vais donc vous partager une réfutation point par point de ce pénible vidéogramme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour ce 17e épisode de l'Atlas de la création consacré cette fois-ci à The Signs. Alors chers spectateurs, est-ce que Dieu existe? Je n'ai pas non plus de réponse à cette question, mais est-ce que The Signs démontre que Dieu existe? C'est ce que nous allons voir. Malheureusement, je n'ai pas le droit de vous mettre des extraits. Je préfère ne pas prendre de risques sur ce terrain-là. Lors de la première minute de film, diverses voix nous expliquent tranquillement qu'une propagande est constamment mise en place pour nous transformer en athées, nous faire croire à des théories sur nos origines, mais aussi sur l'origine de l'univers. Il existerait donc un grand projet visant à la sécularisation complète de la planète, mais aussi à endoctriner la population pour la faire adhérer à une certaine vision du monde proche de l'athéisme, si ce n'est identique. Et tout ça pour imposer un nouvel ordre séculaire qui viendrait des francs-maçons. Quelles sont les preuves de la mise en œuvre d'un tel projet? Comment les francs-maçons pourraient contrôler le monde et imposer un nouvel ordre séculaire? Si on tend de plus en plus vers l'athéisme et le sécularisme, c'est peut-être parce que c'est une position moins coûteuse que la religion. Et quand les narrateurs parlent de sécularisation complète de la planète, pourraient-ils exactement définir de quoi ils parlent? À quel lieu précis ils se réfèrent? Non, parce que la sécularisation, ça n'a pas l'air de prendre super bien en Égypte par exemple. Juste après, une narratrice nous dit qu'une récente étude démontre que les médias américains ont tendance à pousser les Américains vers l'athéisme, sans évidemment donner ni le nom, ni les auteurs de l'étude. Bref, du solide quoi. Sans transition, on passe à la démonstration de l'existence de Dieu. Les créationnistes auraient raison depuis le début, sauf qu'ils ne savaient pas vraiment le démontrer, mais maintenant ils le savent. Donc ça veut dire qu'ils l'affirmaient avant de pouvoir le démontrer. Commençons par la première partie du film, les signes de l'existence de Dieu. Pendant 3 minutes, le film nous explique la théorie du Big Bang et la révolution scientifique qu'elle a constituée. Jusque-là, tout va bien. Premier contact, ok. Sauf à la fin de la séquence où il est tout de même déclaré que si le Big Bang posait problème à la communauté scientifique, c'est qu'il ouvrait la porte à la possibilité de l'existence de Dieu. Sous prétexte que puisque l'univers avait un commencement, il fallait que Dieu existe. Je serais plutôt tenté de dire que si la théorie du Big Bang a rencontré de l'opposition et rencontre encore aujourd'hui de l'opposition, c'est parce qu'elle ne convainc pas tout le monde. Elle remet quand même sérieusement en question le modèle précédent, pour reprendre les informations du film. C'est comme pour la théorie de la dérive des continents par exemple, qui attaquait frontalement la théorie précédente des ponts continentaux, et qui a donc rencontré beaucoup de scepticisme. Je pense que l'idée d'un créateur, en plus de ne pas être du tout suggérée par la théorie du Big Bang, est vraiment la dernière chose que les opposants à cette théorie ont en tête. Je parle des opposants sérieux. Encore aujourd'hui d'ailleurs, les critiques scientifiques de cette théorie ne se fondent jamais sur l'idée qu'elle pourrait suggérer l'existence d'un créateur ou que sais-je. Juste après, on a affaire à un homme qui nous explique que les athées sont nécessairement embarrassés par cette histoire de Big Bang, car ils sont incapables d'en expliquer l'origine. Sauf que pourquoi chercher à en expliquer l'origine? Personne ne sait ce qu'il y avait avant le Big Bang. Alors la meilleure position à tenir est de suspendre son jugement. On ne sait pas. C'est pas parce que vous, les créationnistes, croyez avoir une réponse qu'elle est vraie. D'ailleurs, le fait que vous ayez une réponse n'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse ici sont surtout les preuves que vous avez en votre faveur, qui puissent confirmer éventuellement cette réponse. Des réponses sans démonstration ni preuve, on ne risque pas d'en manquer. Je pourrais très bien dire que ce sont les lutins magiques qui sont à l'origine du Big
Bang? Et voilà, j'ai aussi une réponse, vous voyez? La question c'est surtout qu'est-ce qui permet de croire que cette réponse est vraie? Or, des preuves, vous n'en donnez jamais. Par la suite, le film nous fait un magnifique homme de paille. Les athées prétendent que l'univers est apparu à partir de rien. Pourquoi? Un athée est quelqu'un qui n'a pas de religion. Souvent, les athées sont agnostiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'opinion sur l'existence d'un créateur quel qu'il soit, étant donné que cette existence est indémontrable et irréfutable. Pourquoi les athées devraient penser que l'univers provient du vide? Pourquoi devoir nécessairement trouver une réponse à une question, celle de l'origine de l'univers, alors qu'il est strictement impossible d'en savoir quoi que ce soit? Suspendre son jugement est la meilleure des choses à faire. Forcer le spectateur à prendre position sur l'origine de l'univers, c'est complètement idiot, ça empêche le spectateur de suspendre son jugement et donc d'adopter la seule posture rationnelle dans ce débat. Une variante du sophisme du faux dilemme en fait. Outre cet homme de paille, admettons que les athées soient d'accord avec le fait que l'univers provient de rien. Mais bien sûr, la position athée, ici déformée, n'a pas de sens, parce que de rien du tout, rien ne sort. Sauf que la notion de rien étant postérieure au Big Bang, difficile de parler de rien avant le Big Bang. Plus sérieusement, ce n'est pas l'avis de tous les scientifiques. Voilà un petit exemple. Theorists like me knew the answer. The universe must be flat. Why? Well, there are two reasons. There's the one I normally say, which is it's the only mathematically beautiful universe, which is true. But there's another reason I don't usually talk about, but I'll talk about here. It turns out that in a flat universe, the total energy of the universe is precisely zero. Because gravity can have negative energy. So the negative energy of gravity balances out the positive energy of matter. What's so beautiful about a universe with total energy zero? Well, only such a universe can begin from nothing. And that is remarkable. Because the laws of physics allow a universe to begin from nothing. You don't need a deity. You have nothing. Zero total energy and quantum fluctuations can produce a universe. Ensuite, notre homme nous explique qu'il y a forcément une cause à l'origine de l'univers. Sauf que l'idée de cause et de conséquence est née avec le Big Bang et n'existait pas avant ce dernier, du moins jusqu'à preuve du contraire. Votre raisonnement serait valide si vous aviez démontré l'existence de la cause avant le Big Bang, ce que vous ne faites pas. Et même là, quelle est la nature de cette cause? Comment le savez-vous? Heureusement que le film répond à ces questions. Selon The Signs, il existe deux causes possibles à l'origine de l'univers. Pourquoi? À savoir les objets abstraits et un esprit immatériel. Pourquoi? Or, comme les objets abstraits ne peuvent être des causes, un esprit immatériel est forcément à l'origine de l'univers. Pourquoi? Les objets abstraits, comme le chiffre 1, ne peuvent rien causer. Donc c'est forcément un esprit immatériel qui est à l'origine de l'univers. Ça ne veut rien dire. D'abord, ça suppose que tous les objets abstraits, encore faudra-t-il qu'ils existent avant le Big Bang, sont des chiffres. Bah oui, pourquoi se contenter d'un faux dilemme quand on peut faire une généralisation abusive en plus? Ensuite, en quoi un esprit immatériel n'est pas un objet abstrait? Comment un esprit immatériel peut-il causer des choses alors qu'un objet abstrait ne le peut pas? Juste après, le film se met à comparer l'univers à un avion. Or, comme l'avion a un créateur, l'univers a nécessairement un créateur. Sauf qu'on connaît ce créateur. On a des photos, on sait qu'il a existé, on a des preuves historiques, ce qui n'est clairement pas le cas du créateur de l'univers. Si créateur est l'IA. Si Dieu est la cause de l'univers, alors quelle est la cause de Dieu? Le film nous répond en nous disant que ça ne sert à rien de se poser la question parce que finalement, on va systématiquement revenir à la cause de la cause de la cause de la cause de Dieu, alors que de toutes les façons, Dieu existe, quelle qu'en soit la cause. Sauf que ce n'est pas vous, amis créationnistes, qui affirmez l'existence d'une cause à l'origine de l'univers, et que cette cause est Dieu. C'est le film qui est le premier ici à supposer une cause avant le Big Bang. Alors il serait légitime, selon les prémices établies par le film, de se demander quelle est la cause de cette cause. C'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied. Oh le con, il a tiré dans le pied! Sauf que cette cause première est forcément atemporelle. Elle n'a donc pas besoin de cause, répond The Signs. Elle est forcément atemporelle étant donné que le temps est apparu après le Big Bang. Si le temps est apparu après le Big Bang, comment ça se fait que la cause existait avant? Et c'est une deuxième balle dans le pied. Comment va ton pied? Nettement mieux. Non, bien! Aux alentours de 27 minutes, le film nous donne un deuxième argument en faveur de l'existence de Dieu. L'univers est mathématiquement parfait. Si on ne changeait qu'un seul truc, alors tout s'effondrerait. Donc Dieu existe. C'est ce qu'on appelle un argument non sequitur. En quoi ça implique l'existence de Dieu exactement?
Car c'est trop parfait, donc c'est Dieu qui l'a fait. Tout ce que ça nous dit, c'est que c'est trop parfait, mais rien d'autre finalement. Alors ce n'est pas un hasard, nous disent les créationnistes. Il y a trop peu de chances que ce soit un hasard. Pourquoi ne serait-on pas justement tombé sur un des rares cas où ça marche? Si ça se trouve, il existe une infinité d'univers dans lesquels les lois ne fonctionnent pas, et nous ne sommes qu'un fonctionnel parmi des milliards de milliards. Au sujet de cette hypothèse, le film en reparle vers 36 minutes. Il dit qu'il n'y a pas de preuve en faveur de l'existence des multivers, ce qui est vrai. Il n'y a pas non plus de preuve que l'agencement parfait de ces lois soit un signe d'une intervention divine. Il peut très bien s'agir de la condition qui permet à l'univers d'exister. L'univers suit des lois logiques, les mathématiques étant une formalisation de ces lois, un moyen de représenter ces mécanismes de manière simplifiée et qui permet donc de traduire la réalité. C'est forcément mathématiquement parfait. Parce que si ça ne l'était pas, il n'y aurait pas eu lieu de développer des mathématiques de toute façon. On tombe alors sur une phrase à 41 minutes et 16 secondes qui me pose un petit peu problème. La densité de l'univers, par exemple, doit être réglée à une précision de 10 puissance moins 60, donc qui est égale à la précision qu'un archer doit exercer s'il voulait planter une flèche dans une cible de 1 cm². What the fuck are you talking about? Qu'est-ce qui vous permet de dire que cette comparaison tient la route? Mathématiquement, je veux dire, quels sont vos calculs? Voilà qui me paraît un peu bancal comme raisonnement. Mais ne vous inquiétez pas, il en reste encore beaucoup. Vers 45 minutes de film, il est maintenant question du nombre d'or et de la divine proportion qui serait la preuve de l'existence d'un créateur. Au lieu de passer des heures à contre-argumenter, laissez-moi vous passer un extrait d'une excellente vidéo de Stop Science à ce sujet qui démonte habilement cet argument. Si on a un segment et qu'on le divise par 1,618 et des brouettes, on obtient deux plus petits segments, et en recommençant la division par 1,618 sur le plus grand des deux, on obtient deux nouveaux segments, encore plus petits, dont le plus grand, toujours conforme au nombre d'or, peut à nouveau être divisé par 1,618 et ainsi de suite. En appliquant cette recette mathématique sur un rectangle, on obtient des rectangles qui s'imbriquent les uns dans les autres, la longueur des uns formant la largeur des autres. Et en prenant la diagonale de ces rectangles et en arrondissant un petit peu les angles, on obtient une belle spirale. Les propriétés du nombre d'or permettent de répéter la construction de formes géométriques d'une même architecture, mais à des échelles différentes. Et c'est très pratique pour la croissance de certains êtres vivants, où des formes similaires de différentes tailles peuvent ainsi s'imbriquer les unes dans les autres de manière précise. D'un point de vue strictement théorique, on comprendrait aisément que l'apparition de formes vivantes tendant à se structurer autour des proportions d'or soit favorisée lors de la sélection naturelle. Il suffit en effet de ne construire qu'une seule fois un élément donné, puis d'un seul gène commandant de répéter la construction de cet élément à différents stades de la croissance pour obtenir un être vivant tout entier. Pas besoin d'avoir un plan détaillé pour assembler chacune des parties de votre corps. Faites-en un morceau une fois et recommencez autant de fois qu'il le faut, et le tour est joué. C'est exactement comme une courbe dite fractale. Tout part d'une idée très simple. Vous prenez un segment, vous faites un triangle au milieu du segment, puis vous recommencez l'opération sur chaque face du triangle ainsi obtenu, puis vous recommencez encore une fois sur les triangles ainsi formés, etc., etc., etc. Et alors finit par apparaître quelque chose qui n'est plus une droite, mais bel et bien une structure complexe, une courbe dite fractale. Il ne serait pas étonnant que les êtres vivants fonctionnant d'une telle manière connaissent un grand succès évolutif. Quelle chance laisserait un organisme dont l'ADN n'aurait qu'à dire « fais ça une fois et puis recommence jusqu'à ce qu'on te dise d'arrêter » à un autre dont l'ADN devrait programmer la forme de chaque centimètre carré de son anatomie. Il faut bien admettre que le premier aurait un avantage singulier sur le second. Dans une fractale, les motifs sont imbriqués les uns dans les autres et se répètent à l'infini. L'imbrication des structures les unes dans les autres, comme dans une courbe fractale, est elle-même très avantageuse du point de vue évolutif, car elle permet de mettre un maximum de structures dans un minimum de place. Cela permet de produire plus de descendants quand ladite structure est impliquée dans la reproduction, ou bien de stocker plus de nourriture dans un minimum d'espace. Le recours au nombre d'or serait donc économique. Avec peu de gènes, il optimiserait l'espace et éviterait le gâchis de place. Bon, évidemment, ça n'est applicable qu'à des structures répétables. La divine proportion ne s'applique pas au corps humain, par exemple. Il n'y a pas de raison pour que les proportions humaines suivent particulièrement le nombre d'or, puisque sa croissance n'a rien à voir avec une répétition du même élément en une version plus grande ou plus petite. Et non, un bébé ce n'est pas un adulte modèle réduit. Il a ses propres proportions, et l'adulte ne lui ressemble pas vraiment. Tout juste peut-on chercher le nombre d'or dans certaines parties qui se construisent comme une répétition d'éléments, comme les phalanges, mais même là, il faut bien admettre que c'est pas gagné. Et puis...
Bah, et puis en fait, le nombre d'or, on le trouve presque nulle part. Le pain et le tournesol, ok, on y voit une suite de Fibonacci, et qui d'ailleurs ne donne qu'une approximation du nombre d'or. Mais pour le reste des millions d'espèces qui peuplent la Terre, toutes les spirales ne sont pas d'or, ni de Fibonacci d'ailleurs. Tous les goûts sont dans la nature. Le nautile, les ammonites, les galaxies, ça ne collerait pas tant que ça avec le nombre d'or. Finalement, une approximation du nombre d'or n'est présente que chez très peu d'espèces et de structures en général. C'est juste qu'on bloque un peu trop sur celles où ça marche et qu'on passe à côté de l'immense majorité de celles dont les proportions ne correspondent à rien, mais qui le vivent pourtant très bien, nous y compris. Ce qui nous amène au grand théorème du nombre d'or, la deuxième loi la plus puissante de l'univers après la loi de Murphy. Ouvrez bien grand vos oreilles, le nombre d'or, quand on le cherche, on le trouve. Toute base de données contenant des nombres et triturée suffisamment longtemps à la recherche du nombre d'or finira par vous donner un nombre d'or. Le nombre d'or fait partie de ce genre d'objet scientifique à qui on fait dire bien plus de choses qu'il n'en est capable. Donc le nombre d'or, en plus de ne pas démontrer l'existence de Dieu, se voit un peu là où on veut le voir. Si vous cherchez des objets qui ressemblent vaguement au nombre d'or, vous en trouverez partout, un peu comme les triangles équilatéraux. On arrive alors à 1 heure de film, et on entre enfin dans le sujet qui m'intéresse le plus, la réfutation de la théorie de l'évolution. Attention, c'est déjà n'importe quoi dès la première phrase. La théorie de l'évolution, qui a été avancée au 19e siècle, rejette ce fait évident que tout a été créé. Depuis quand est-ce un fait évident? Quoi qu'il en soit, vous ne le démontrez pas très bien. Cette théorie soutient que toutes les espèces sur Terre n'ont pas été créées par Dieu, mais sont apparues par le biais de processus survenus totalement par hasard. Cette théorie décrit les mécanismes naturels de l'évolution des espèces, d'où son nom. Elle implique donc que les espèces évoluent selon des mécanismes évolutifs, et non par hasard. Il n'est d'ailleurs pas question de démontrer l'absence d'intervention divine. Les scientifiques s'en fichent de ça, étant donné qu'ils n'ont pas de preuve de l'existence de Dieu. Rappelons que même les biologistes croyants savent ranger leur foi de côté dès lors qu'il est question d'étudier l'évolution des espèces. Ensuite, le film fait une erreur majeure en oubliant de définir le terme de hasard, car ce dernier désigne deux choses bien différentes. Tout d'abord, l'aléatoire, ou hasard scientifique. C'est ce qu'on appelle communément le hasard. Ensuite, le hasard au sens de la mesure de notre ignorance. Un exemple, si une météorite s'écrase sur Terre, on peut considérer qu'il s'agit de l'effet du hasard. Le hasard désignant ici les raisons qui ont mené cet objet à s'écraser sur notre planète. Sa taille, ce qu'il a décroché d'un éventuel astre, sa vitesse. Tous ces faits ont conduit à une chute d'un corps céleste sur notre planète. Impossible de tout détailler parmi ces faits. On appelle donc ça du hasard. Donc, par le biais de processus totalement survenus au hasard, en plus de n'avoir aucun sens et d'être un monumental homme de paille, ne donne pas la définition du terme hasard. Par la suite, le narrateur nous parle des difficultés de la théorie darwinienne, détaillées par Darwin dans un chapitre de son livre, à savoir les difficultés de la théorie. On compte parmi les difficultés, selon le film, l'incroyable complexité de l'œil, inexplicable par Darwin à son époque. Sauf que non, la complexité de l'œil n'a jamais été un vrai problème pour Darwin. Quand les créationnistes cite Darwin sur l'œil, c'est en général en référence à un passage tronqué, à savoir celui-ci. Il semble absurde au possible, je le reconnais, de supposer que la sélection naturelle ait pu former l'œil avec toutes ses inimitables dispositions qui permettent d'ajuster le foyer à diverses distances, d'admettre une quantité variable de lumière et de corriger les aberrations sphériques et chromatiques. Sauf que le passage immédiatement après celui-là embête déjà un petit peu plus les créationnistes. On peut démontrer qu'il existe de nombreuses gradations entre un œil simple et imparfait et un œil complexe et parfait, chacune de ces gradations étant avantageuse à l'être qui la possède, que si, en outre, l'œil varie quelquefois et que ces variations sont transmissibles par l'hérédité, ce qui est également le cas, que si enfin ces variations sont utiles à l'animal dans les conditions changeantes de son existence, la difficulté d'admettre qu'un œil complexe et parfait a pu être produit par la sélection naturelle, bien qu'insurmontable pour notre imagination, n'attaque en rien notre théorie. Donc le propos de Darwin n'est absolument pas de dire que l'évolution de l'œil est inexplicable, mais au contraire, que bien qu'elle paraisse inexplicable pour notre imagination, elle est bien explicable dans sa théorie. Et même si Darwin n'était pas parvenu à l'expliquer à son époque.
Je rappelle que son livre date de la seconde moitié du 19e siècle. On a progressé entre-temps. Et en l'occurrence, l'argument de la complexité sur l'œil n'a plus aucune valeur. C'est une généralisation abusive qui ne prend pas en compte, par exemple, le peu de complexité de certains yeux, en comparaison avec la complexité d'autres yeux. Au fil du dernier siècle, la théorie de Darwin a reçu pas mal de modifications, et ce n'est pas prêt de changer. L'idée de sélection naturelle et de ses dérivés reste quand même valide, et Darwin a posé les bases de l'étude de l'évolution des espèces. Cette théorie s'est vue largement plus confirmée que réfutée au cours du dernier siècle, et se reposer sur les éventuelles interrogations de Darwin pour critiquer la théorie de l'évolution sous sa forme actuelle n'a pas vraiment de sens. Sauf que ce documentaire de désinformation n'est pas du même avis, et prétend que les découvertes récentes sont de plus en plus nombreuses à réfuter la théorie de Darwin au lieu de la confirmer. Et on commence très mal avec un premier argument fallacieux. La théorie de Darwin suppose que tous les êtres vivants viennent d'un même ancêtre commun, sauf que d'où venait donc cet ancêtre commun? Alors on va jouer à un jeu, une devinette rigolote. La théorie de Darwin porte un deuxième nom. Maintenant il sera question de déterminer ce nom parmi deux propositions. Première proposition, cette théorie s'appelle aussi la théorie de l'évolution. Deuxième proposition, cette théorie s'appelle aussi théorie sur l'origine de la vie, ou théorie sur la biogenèse. Gagné! C'est la théorie de l'évolution, et non pas la théorie sur l'origine de la vie. Mais pourquoi donc? Parce que cette théorie décrit l'évolution des espèces, et non l'origine de la vie ou de cet ancêtre commun. La théorie de l'évolution prévoit en effet qu'il y a un ancêtre commun à toutes les espèces, ce qui a d'ailleurs été confirmé par la découverte de l'ADN, très universel à tous les êtres vivants. Mais elle n'a pas pour vocation d'expliquer l'origine de cet ancêtre commun. Poursuivons. À 1h06 de film, le narrateur nous explique que le plus grand obstacle à l'encontre de la théorie de l'évolution est l'effroyable complexité de la structure d'une cellule vivante. Une cellule vivante. Non, parce qu'il y en a plusieurs en fait. Les cellules ne sont pas toutes identiques et ne sont pas toutes aussi complexes que le film aimerait nous faire croire. Pas besoin de prendre plusieurs espèces pour constater l'absurdité de cet argument. Regardons chez l'homme. Entre une gamète et un pauvre lymphocyte, il y a un gouffre en termes de complexité. Ensuite, il est répété plusieurs fois dans le film que la théorie de l'évolution voit la vie comme le produit de multiples coïncidences et de hasards. Notez que je n'ai pas entendu une seule fois le terme sélection naturelle en 20 minutes de documentaire consacré à la réfutation de la théorie de l'évolution. C'est un problème. C'est du n'importe quoi, une fois de plus. Pour comprendre en détail pourquoi l'argument de la probabilité utilisé par le film est une déformation, je vais vous passer un extrait d'une excellente vidéo de Penseurs Sauvages que je vous encourage à regarder en entier. J'ai aussi réalisé une vidéo qui explique comment fonctionne l'évolution selon Charles Darwin si ça vous intéresse. Cet argument, c'est l'argument de la probabilité, et il consiste à dire que si l'évolution est due à une mutation aléatoire des gènes, alors la probabilité pour qu'elle aboutisse par hasard à des formes de vie aussi complexes et aussi parfaites que celles qu'on observe, est si infime qu'on peut dire qu'en termes mathématiques, elle tend vers l'infini. En d'autres termes, il s'agit de dire qu'il est impossible que la vie telle qu'on la connaît puisse survenir à partir du hasard de l'évolution. Pour commencer, on va présenter les choses selon cet argument. En gros, ça se présente comme ça. Les organismes, donc l'ensemble des organes qui les composent, sont construits et organisés au fil de mutations génétiques aléatoires. Ça, c'est techniquement correct, puisqu'on a vu que le principe de l'évolution des espèces est appuyé sur des mutations génétiques aléatoires successives. Or, les opposants à l'évolution soutiennent que, du coup, la probabilité pour qu'une aussi grande succession de mutations aléatoires aboutisse à un ensemble aussi organisé que l'être humain, par exemple, est absurdement infime, donc doit être rejetée. Pour comparer au loto, disons que l'espèce concernée, ici l'humain, mais ça vaut pour n'importe quelle autre espèce, c'est la combinaison gagnante. Pour l'obtenir, vous devez avoir eu successivement chacun des numéros gagnants sans faute. Et pour que l'exemple soit à la hauteur de l'effet rhétorique de l'argument, on va ajouter que c'est un loto à plusieurs millions de numéros et pas juste les 5 numéros du loto plus le complémentaire, que chacun de ces numéros va de 1 à plusieurs millions, voire même milliards, et pas juste de 1 à 49, et qu'en plus de ça, les combinaisons doivent être obtenues dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'avoir eu chaque bon numéro une fois. Il faut aussi que chacun de ces numéros soit apparu l'un après l'autre dans un ordre précis, qui est celui de la combinaison gagnante. Alors, c'est clair que présenté comme ça, on est en effet très tenté de se dire que c'est impossible. Alors du coup, qu'est-ce qui cloche dans cet argument? Eh bien, ce qui cloche, c'est que c'est un homme de paille. Il est invalide parce qu'il prend en compte la mutation génétique aléatoire, mais ignore le processus de sélection. Je le rappelle, la théorie de l'évolution, c'est pas que les espèces évoluent par hasard. C'est en fait tout le contraire. Elles évoluent par sélection naturelle, c'est-à-dire selon l'adaptation des mutations génétiques à l'environnement de l'espèce. Plus précisément, à sa niche écologique, c'est-à-dire non seulement son environnement, climat, terrain, milieu, etc., mais aussi la totalité des autres espèces existantes dans ce milieu.
prédateurs, proies, compétiteurs, parasites, bactéries, etc. À chaque mutation, il y a donc un processus de sélection qui va retenir les mutations avantageuses et éliminer les mutations désavantageuses. Donc il faut corriger deux choses fondamentales dans l'exemple du loto vu par nos opposants à l'évolution. Premièrement, ces mutations sont individuelles. Il ne s'agit pas d'attendre que dans une espèce donnée, pouf, tous les individus naissent d'un seul coup avec une mutation identique. Comme si l'espèce elle-même piochait d'un coup le bon numéro, puis tous les autres successivement jusqu'à obtenir la combinaison gagnante. Ce qui se passe, c'est que parmi les millions d'individus de cette espèce, chaque individu qui naît tire non pas un, mais plusieurs numéros. Il peut par exemple avoir à la fois un cou plus long, des membres mieux articulés et une couleur plus sombre. C'est pas nécessairement un seul trait qui est modifié à la fois, ça peut être potentiellement des centaines à la fois, mais pas forcément tous utiles, et même potentiellement tous inutiles, voire majoritairement défavorables. Donc déjà notez qu'on passe un tirage où il faudrait qu'on tire d'un coup le bon numéro parmi des milliards de numéros possibles, à un tirage où pour chaque naissance d'un individu de l'espèce, on tire plein de numéros à la fois, aussi longtemps que l'espèce ne sera pas éteinte. À partir de là, même si les chances de tomber sur le bon numéro sont très maigres, et bah avec autant d'essais, on finira bien par avoir un individu qui tombe dessus. De la même manière que malgré la probabilité très faible de gagner au loto, comme des millions de personnes jouent à chaque tirage, on a régulièrement des gens qui gagnent le gros lot. Mais mettons qu'au bout de plusieurs milliers de générations, pouf, on a notre gagnant. Un individu de l'espèce a tiré le bon numéro, c'est-à-dire qu'il a une mutation avantageuse dans son environnement. C'est là que la sélection rentre en jeu, et donc on arrive au deuxième point à corriger dans l'exemple du loto. Premier cas, l'individu naît avec une mutation désavantageuse. Par exemple, c'est une girafe et elle naît avec un cou moins long. C'est ballot parce que du coup, elle peut pas manger les feuilles les plus hautes, et celles qu'elle arrive à atteindre ont déjà été mangées par les girafes les plus grandes. Du coup, notre girafe, elle est toute rachitique, elle arrive pas à pécho, et elle meurt seule et malheureuse à un âge précoce sans laisser de descendance. Résultat, la mutation responsable du coup plus petit s'éteint avec sa lignée. Du coup, on peut dire que quand un numéro est perdant, il est automatiquement éliminé du tirage par sélection naturelle. Deuxième cas, l'individu a une mutation neutre, ni avantageuse ni désavantageuse. Par exemple, c'est un singe qui naît avec des yeux légèrement plus clairs. Ça lui apporte aucun avantage particulier, mais ça l'entrave pas non plus. Du coup, ses chances de reproduction sont dans la moyenne. Il pourra parvenir à diffuser ses gènes, mais ce sera pas forcément Don Juan ou Sacha Grey non plus. Donc la mutation a de bonnes chances de rester présente dans le patrimoine génétique de l'espèce, mais de manière éparpillée. Ça, c'est important à garder en tête parce que certains avantages évolutifs nécessitent plusieurs mutations combinées pour se déclarer. Il faut non pas une seule mutation, mais deux ou plus à la suite, pour que ça devienne un avantage sélectif. Troisième cas, l'individu a une mutation avantageuse. Par exemple, c'est un ours qui a une plus grosse musculature. Et bah lui, il va se mettre bien. Parce que quand il y aura une proie à cueillir, un prédateur à dérouiller ou un compétiteur à mettre en PLS, et bah il va avoir un avantage notable sur les autres ours. Et statistiquement, il a de plus grandes chances d'arriver à l'âge adulte, donc même s'il faut attendre plusieurs mutations de ce genre, ça finira par arriver. Résultat, vous avez à présent un tirage où non seulement vous pouvez tirer plein de numéros à la fois, autant de fois que nécessaire pour tomber sur le bon numéro, mais en plus, à chaque fois que vous tirez un mauvais numéro, il est éliminé, tandis qu'à chaque fois que vous tirez un bon numéro, il est sauvegardé. Du coup, vous remarquerez que c'est quand même vachement plus simple de gagner à notre loto. Voilà pourquoi l'évolution, c'est pas du tout du hasard. La sélection naturelle implique que, quoi qu'il arrive, les espèces vivantes seront toujours nécessairement adaptées à leur niche écologique. Pour une raison très simple, c'est que si elles ne le sont pas ou plus, elles disparaissent. Juste après dans le film, la complexité de l'ADN est considérée comme un argument par le narrateur en faveur de l'existence de Dieu. Alors pour la dernière fois, ce n'est pas parce que ça vous paraît complexe que c'est Dieu qui l'a créé. Ou alors démontrez-le. Qui plus est, complexe par rapport à quoi exactement? À 1h21 de film, le narrateur prétend que les théories darwiniennes et lamarckistes de l'évolution ont été réfutées parce que les caractères acquis ne sont pas héréditaires. Or c'est bien Lamarck et non Darwin qui considère ces caractères acquis comme héréditaires. Et la théorie de Lamarck a été effectivement abandonnée. Enfin non, c'est inexact. La théorie de Lamarck, contrairement à la théorie de Darwin, avait pour socle les caractères acquis. Néanmoins, Darwin ne rejetait pas l'idée que les caractères acquis puissent être héréditaires. Mais alors, qu'est-ce qu'en conclut le narrateur? Autrement dit, il n'y avait aucune variation héréditaire dans le mécanisme de sélection naturelle de Darwin. Ils ont quand même dit juste avant que les gènes sont héréditaires. Donc les variations génétiques sont héréditaires. Donc il y a des variations héréditaires dans ce processus. Les évolutionnistes n'ont jamais prétendu que les variations héréditaires se résumaient aux caractères acquis. S'il n'y avait aucune variation héréditaire, alors au revoir la sélection artificielle, étant donné que tous les descendants sont donc systématiquement identiques. Or ce n'est pas le cas. À 1h23 de film, le narrateur précise qu'une mutation ne peut que faire du mal à un organisme, qu'elle ne peut qu'endommager l'information présente dans l'ADN. C'est factuellement faux, je sais pas d'où ils le sortent. D'abord, il existe des
mutations qui offrent certains avantages, comme celle qui permet aux humains de ne dormir que 6 heures par nuit, là où un humain n'ayant pas cette mutation devrait dormir 8 heures. Ensuite, une mutation est parfois neutre, ce qui signifie qu'elle ne change pas grand chose dans la vie de la personne ayant cette mutation. Finalement, certaines mutations sont un handicap dans une situation et deviennent un avantage dans d'autres. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Des mutations aléatoires apparaissent, selon le milieu dans lequel se trouve la population à laquelle appartient le variant ayant cette mutation. Elles peuvent être avantageuses et augmenter les chances de reproduction de l'individu, donc se généraliser, ou désavantageuses et diminuer ses chances, donc sa lignée finira par s'éteindre. Qu'entend donc le film quand il est question d'endommager une information? Il existe 3 types de mutations, par insertion, délétion et substitution. Laquelle est un endommagement? Il est impossible pour des êtres vivants d'acquérir de nouveaux gènes avec des mutations. Comment des mutations peuvent, même avec la sélection naturelle, générer un organe au fil des millions d'années? Et ce n'est pas une mauvaise question. Alors, n'étant vraiment pas très bon en génétique, j'ai dû me renseigner un petit peu. Je me suis alors rendu compte que la science avait diverses explications. Alors non, je ne détaillerai pas ici, d'abord parce que c'est beaucoup trop complexe et ça demande des compétences en génétique que je n'ai pas et que la plupart des gens qui regardent cette vidéo n'ont pas, puis car ça risque d'être très long. Simplement, il se trouve que les mutations sont loin d'être les seules impliquées dans la formation d'un nouveau gène. Donc je vous ai mis un très bon article en description qui détaille tout ça selon l'état actuel de nos connaissances. Pour ceux qui ne parleraient pas anglais, ce n'est pas grave. Tout simplement, il faut savoir que les scientifiques, quoi qu'il en soit, étudient beaucoup ce sujet et ont déjà pas mal de pistes, parmi lesquelles, oh surprise, il n'y a pas celle d'un créateur qui interviendrait pour mettre des gènes ici ou là. Alors pourquoi le film ne parle pas de ces différentes explications scientifiques? Pourquoi n'employez-vous pas tout simplement le rasoir d'Occam? Par la suite, on a affaire à une petite sortie de contexte concernant Richard Dawkins. Dans cet extrait, Richard Dawkins soutiendrait l'idée du dessin intelligent tel qu'il est présenté dans le film, donc éternel, avec Dieu, tout ça. Voici l'extrait tronqué du film. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. Richard Dawkins suggère-t-il l'idée d'un dessin intelligent divin? C'est ce que le film aimerait nous faire croire. Voilà ce que dit réellement Richard Dawkins, dans l'entièreté de son propos. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now that is a possibility and an intriguing possibility, and I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. Well, but that higher intelligence would itself have had to have come about by some explicable or ultimately explicable process. It couldn't have just jumped into existence spontaneously. That's the point. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Le registre fossile, et ce, à partir de 1h34 et 27 secondes dans le visionnage de ce film, devient une preuve de l'invalidité de la théorie de l'évolution. Le premier exemple donné est celui de l'explosion cambrienne, trop fulgurante pour être le produit de l'évolution. Alors, l'explosion cambrienne correspond à une grande diversification d'espèces pluricellulaires au Cambrien. Pour savoir de quoi il est question, je vous conseille l'excellente vidéo de Science Étonnante qui explique très bien cet événement vieux de 540 millions d'années. Alors, est-ce que cette explosion de diversité pose problème aux évolutionnistes? Non. Parce qu'une radiation évolutive est un phénomène connu et normal quand une niche écologique se retrouve vide et se fait donc coloniser à toute vitesse après une extinction de masse par exemple. La rapide explosion de vie au Cambrien et l'absence de beaucoup de fossiles pouvant adoucir cette explosion peut s'expliquer par le fait que les corps mous ont du mal à se fossiliser. On passe donc à côté d'une importante quantité d'animaux qui pourraient adoucir cette explosion. L'explosion cambrienne est certes une radiation évolutive très importante, néanmoins elle est tout à fait explicable par l'évolution des espèces. Elle s'est déroulée sur plusieurs millions d'années.
Quand les créationnistes nous en parlent, on dirait que ça s'est passé en 2 secondes. À cela s'ajoute la théorie des équilibres ponctués, qui explique notamment que l'évolution peut aussi se faire par des sortes de sauts évolutifs avec une rapide diversification, suivie d'une période de stase. Cette théorie a été présentée en 1972 et complète la théorie de l'évolution qui ne pouvait expliquer de pareils phénomènes avec le gradualisme darwinien seul. Mais ça, les créationnistes ont tendance à l'oublier. Contrairement à vos dogmes, la science évolue. On arrive alors à 1h33 de film. Les évolutionnistes, réfutés par les arguments imparables des créationnistes sur le registre fossile, doivent donc se rabattre sur l'évolution humaine. Selon ces derniers, l'homme aurait évolué à partir du singe. Encore un homme de paille. Selon les scientifiques, l'homme n'a pas évolué à partir du singe comme si on avait affaire à 2 catégories bien distinctes. L'homme est un singe. C'est le principe des groupes monophylétiques. D'ailleurs, la meilleure preuve que les évolutionnistes se trompent selon ce vidéogramme, c'est qu'en fait, l'Australopithèque n'était pas un homme, mais un singe. Aussi pertinent que ce que je vais dire là. Après moult recherches, les scientifiques ont enfin pu déterminer la vraie nature du kangourou. Contrairement à ce que les médias cherchent à vous faire croire, le kangourou n'est pas un marsupial. C'est un mammifère. J'imagine que vous comprenez le problème. Juste après, le narrateur mentionne les affaires des hommes factices de Piltdown et du Nebraska, sans oublier évidemment de qualifier ça de falsification évolutionniste. Sauf qu'on ne sait toujours pas à l'heure actuelle qui est responsable de la falsification de Piltdown. Arthur Conan Doyle fait partie des suspects, c'est vous dire. Les faussaires ont toujours existé, et existent toujours. Et comme ils visent à faire sensation, c'est évident qu'ils vont produire des faux relatifs aux débats les plus vendeurs d'une époque. À cette époque, c'était les origines de l'homme. Aujourd'hui, ça serait des momies extraterrestres ou des manuscrits mystérieux. Tant que ça se vend, ça se produit, et forcément il y a des faussaires talentueux qui arriveront toujours à tromper les experts de leur époque, justement parce que c'est leur objectif. Quant à l'homme de Nebraska, c'est même pas une falsification. C'est juste que le scientifique ayant fait cette découverte ne s'était pas rendu compte qu'il s'agissait d'une dent d'un pécari et non d'un primate. Falsification de rien du tout, c'était une erreur d'attribution. Plusieurs chercheurs avaient d'ailleurs émis des doutes quant à la validité du fossile avant même que la révélation sur sa vraie nature porcine ne tombe. Et vous ne verrez pas un seul travail de vulgarisation qui défend encore aujourd'hui la validité de ces 2 fossiles. Passons à la conclusion. La vérité que les évolutionnistes cherchent à nier est que les espèces sont toutes apparues soudainement et parfaitement sur Terre. Soudainement, on a déjà démontré que non. Et parfaitement, la nature n'a jamais été parfaite. L'idée même de perfection n'a aucun sens ici. Si la nature était si bien faite que ça, comment se fait-il qu'il existe des animaux inféodés au milieu marin, pourtant incapables de respirer dans l'eau par exemple? C'est pas ce que j'appelle de la grande perfection. Un autre très bon exemple est donné par Stop Science dans cette vidéo que je vous encourage très fortement à regarder. Et encore, ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Et puis, qui est le grand créateur dont vous parlez? Le créateur divin qui a le pouvoir sur toute la nature, a créé toutes les espèces avec leurs caractéristiques uniques et parfaites. Ce créateur divin s'appelle Allah. That just makes no sense. I mean, it's just bullshit. Oh my. Attendez une seconde, quand bien même votre démonstration était valide, elle ne démontre que l'existence d'un créateur. Ça ne va pas plus loin, on ne connaît pas l'identité de ce créateur, son nom ou que sais-je. Alors pourquoi parmi les milliers de religions qui existent, pourquoi Allah spécifiquement? Pourquoi pas Zeus? Pourquoi pas le monstre spaghetti volant? Pourquoi pas le Père Noël? Pourquoi ce créateur alors qu'il existe une flopée incroyable de religions sur cette terre avec plein de créateurs différents? Mais non, la seule vraie, c'est l'islam. Parce qu'il y aurait quelques faits scientifiques dans le Coran qui auraient été validés par la science plus tard. En réponse à cet argument, votre voisin athée lance un défi aux créationnistes et réfute au passage le concordisme religieux. Trouvez-moi dans vos textes sacrés des passages qui décrivent précisément l'explication ou la solution à quelque chose que l'on n'a pas encore découvert, ou pour lequel nous n'avons pas encore d'explication scientifique claire. Il y a des religieux qui font du concordisme, c'est-à-dire qu'ils prennent quelques versets écrits il y a longtemps et disent que ça correspond à des découvertes scientifiques récentes. Ils en concluent donc que le livre sacré contient bien la parole de Dieu, car on ne pouvait pas savoir ça à l'époque. On appelle ça un miracle scientifique. Par exemple, le mythe grec de Prométhée nous dit qu'un aigle mangeait le foie de Prométhée pendant la journée, tandis que ce foie se régénérait pendant la nuit.
Or, la science moderne a trouvé que le foie a une excellente capacité de régénération. Si on retire 70% du foie d'un rat, en à peu près 10 jours, le foie est entièrement reconstruit. Mais pourtant, vous n'allez pas vous convertir à Zeus pour autant, parce que vu la taille de la mythologie grecque, on peut s'attendre à avoir une histoire qui correspond vaguement à la science moderne. Et dire, après la découverte scientifique, que le texte sacré l'avait prédit, ça ne sert à rien. Une prédiction doit être faite avant la découverte. Mon défi est le suivant. Trouvez-moi, dans les textes sacrés, des passages qui prédisent quelque chose que l'on n'a pas encore découvert et qui soit de préférence testable. Ça peut être n'importe quoi. Des détails encore inconnus sur la matière ou l'énergie noire, l'emplacement d'une vie extraterrestre, des nouvelles sources d'énergie ou autre. Ça peut être ce que vous voulez. Mais attention, il faut que cette prédiction miraculeuse fasse l'unanimité dans l'interprétation du texte sacré. En effet, en faisant des milliers d'interprétations possibles, il y en aura toujours une, assez vague, qui correspondra un peu à la découverte. Dans ce cas-là, c'est plus un coup de chance qu'un vrai miracle scientifique. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le Twitter et le Facebook de votre voisin athée en description. Il est très actif et poste des choses bien intéressantes. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Au lieu de partir dans des romans, j'ai décidé de prendre quelques mots issus d'une vidéo de mon ami Dari de la chaîne Temps Mort qui résume, je pense, à peu près tout ce que j'ai à conseiller au réalisateur de ce film. Il faut arrêter de dire de la merde. Sur ce, merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires.